Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre forum. De nos jours, la Journée internationale pour la défense et la promotion des droits des femmes est devenue un rendez-vous incontournable. Plus encore en cette année 2018, dans un contexte marqué depuis plusieurs mois par l'affaire Weinstein et la libération de la parole des femmes pour dénoncer les abus dont elles sont victimes. La problématique de la condition féminine, c'est l'objet de l'émission de cette semaine. Avec nous, Cyril Comelin, bonjour. Bonjour, Gilles Bocor. Merci une fois encore d'être avec nous. Vous êtes juriste, exact. Spécialiste en droit des femmes, Exactement. Formateur. Pourquoi vous avez choisi de vous occuper des femmes en tant qu'homme? Disons que c'est les droits des femmes qui m'ont choisi. Moi, j'ai vécu dans un environnement exclusivement féminin. J'ai été élevé très tôt par mon arrière-grand-mère qui a toujours prophétisé que j'étais l'avocat des femmes. Et je crois que ça m'a poursuivi. Et au départ, je voulais devenir styliste. Et puis après, je me suis retrouvé en droit. Et quand j'ai terminé le droit, la première opportunité de travail qui s'est présentée à moi, c'était dans une organisation de référence de protection, de promotion des droits des femmes, le GF2D, le groupe de réflexion d'action Femmes, Démocratie et Développement. Au départ, je n'ai pas compris grand-chose aux enjeux de la défense des droits des femmes. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à côtoyer la littérature féministe. Et c'est là que j'ai compris que le sort de mes cousines, de mes tantes, de mes sœurs, etc., de ma mère, était le sort de la majorité des femmes et qu'il fallait en tant qu'homme se positionner en faveur de la défense de leurs droits. Quoi? Parce que c'est un mauvais sort ou un sort qui était brimé? Oui, parce que disons que c'est un sort qui, normalement, lorsqu'il se déroule tel que la société l'a conçu, eh bien, les femmes ne peuvent pas s'en sortir. Quand on considère le cadre sociétal tel qu'il est élaboré, eh bien, il est fait pour inférioriser la femme, il est fait pour qu'elle ne puisse pas accéder pleinement aux ressources, il est fait pour qu'elle ne puisse pas accéder au pouvoir, il est fait à ce que la femme ne puisse pas s'épanouir librement. Et c'est ça que j'ai compris et qui fait que depuis près de 22 ans, je travaille pour la promotion et la défense des droits des femmes. Donc vous pensez que c'est un processus conscient, hein? Absolument. Ça veut dire que les femmes sont des espèces à plaindre finalement? Je ne dirais pas espèce, je n'utiliserai pas cette expression, mais je dirais que c'est un groupe de notre société, de l'humanité, qui est un groupe infériorisé, un groupe qu'on fait tout pour rendre subalterne par rapport au groupe des hommes. Et il existe quelques îlots communautaires dans lesquels les femmes ont un peu de liberté, mais ces îlots communautaires sont des exceptions, où les femmes ont des droits, elles ont la plénitude de l'accès aux ressources, elles ont l'accès au pouvoir, à la décision, etc. Mais ce sont des exceptions parce que dans la grande majorité des communautés sociales, eh bien, c'est les hommes qui dominent et qui briment les femmes. On va être rejoint tout à l'heure par Kelly Amouzou, qui est coach de vie. Elle nous parlera de son expérience dans la promotion du genre. Mais pour revenir à vous, vous qui étiez en train d'indexer la société qui, selon vous, est à la base de la condition féminine que vous trouvez finalement malheureuse. Alors, pendant que d'autres pensent que c'est une nécessaire différenciation du travail, une répartition du travail social pour une certaine harmonie à la fin. Exact. En termes c'est un concept managérial, hein, la répartition des tâches. C'est une bonne chose. Mais lorsque vous prenez tout ce qui est, tout ce qui est rentable, lucratif, tout ce qui expose à la suprématie, tout ce qui vous permet de dominer et que vous l'attribuez à une catégorie sociale et que tout ce qui est lourd, pénible, contraignant, vous le confiez à une autre catégorie sociale, là on n'est plus dans un management équilibré. Et c'est ce qui se passe. Lorsque vous prenez par exemple la cuisine, il faut aller au marché. Et aller au marché, ce n'est pas des gens qui vous attendent avec un sac rempli de vos provisions. Il faut passer
vous connaissez nos marchés, il faut passer devant des vendeurs, des vendeuses, faire des négociations, etc. Vous êtes sous le soleil, ça vous prend du temps. Vous travaillez peut-être déjà à quelque part. Vous devez vous excuser ou voler un peu de temps pour aller vous faire ça. Et qui s'occupe de ça? C'est les femmes. Mais c'est invisible. Oui, un travail invisible. Oui, ça n'apparaît nulle part. Et vous avez des femmes qui vont faire ça. Et on trouve que c'est normal. Et quand un homme, un jour, il va s'occuper de ça, on trouve qu'il est glorieux, quoi, qu'il est formidable. Alors que lorsque la femme le fait au quotidien, ça passe à la trappe. On lui dit c'est son rôle, s'occuper des enfants. Mais s'occuper des enfants n'est pas une tâche, c'est une série d'activités. Lui donner à manger, préparer à manger, le lui donner, subir ses caprices, veiller sur lui quand il est malade, l'emmener à l'hôpital. Alors que vous avez plein d'autres choses à faire, plein d'autres responsabilités. On vous attend sur d'autres chantiers et on ne vous voit pas. Et après, on vous incrimine en disant, oui, mais qu'est-ce que vous valez? Les femmes ne valent pas grand-chose, elles sont inférieures aux hommes. La preuve, elles n'arrivent pas. Mais comment elles vont arriver? Oui, mais donc le problème, est-ce que c'est une reconnaissance de ce travail invisible des femmes ou une sous-évaluation de leur capacité? Je pense que les femmes ont des capacités égales à celles des hommes. Maintenant, la société leur a tellement confié de travail, de charges, qu'elles ne s'en sortent pas. Et donc, se positionner... Regardez, prenez le cas de deux acteurs politiques. Vous avez un homme qui est un acteur politique, une femme qui est une actrice politique dans le même parti et qui ont les mêmes ambitions par rapport à leur carrière politique. Mais ils ont des poids... Là, Hollande et Ségolène Royal. Par exemple. Et ils ont des poids, des charges familiales qui sont différenciées. La femme, elle va s'occuper, on attend d'elle qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle prépare à manger, qu'elle veille. Même quand elle a du personnel salarié qui s'en occupe, on s'attend que ce soit elle qui supervise cela. Superviser, c'est aussi du travail. Il faut voir si le personnel domestique a bien fait les choses, si il a suivi le protocole qu'on lui a dit, etc. Mais cette tâche incombe à qui? À la femme. Pendant ce temps, eh bien, l'homme, il a le temps de se positionner, de s'améliorer, d'émerger, d'être visible, etc. C'est de ça que nous parlons. Donc, c'est structurel. Nous parlons d'une inégalité consacrée par la société qui fait du tort à la femme. Et à chaque fois, on va demander toujours plus aux femmes. On va leur dire, oui, vous savez, vous devez assumer vos tâches domestiques, mais positionnez-vous aussi dans le domaine professionnel. Positionnez-vous aussi dans le domaine social. Mais elle ne peut pas. À un certain moment, elle ne pourra pas. Elle a 24 heures. Oui, mais finalement, le problème, à votre niveau, il est où? Qu'on confie trop de charges aux femmes, oui, ou bien on ne leur reconnaît pas la valeur du travail qu'elles font. C'est-à-dire qu'il ne faut, à mon avis, une femme devrait pouvoir décider. Il ne devrait pas s'agir de schémas prédéfinis en disant, d'accord, les rôles familiaux, c'est pour toi. Tu vas t'occuper de la maison, tu vas t'occuper de la cuisine. Mais il y a des hommes qui aiment cuisiner. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que est-ce que le corps de la femme, la constitution biologique de la femme ne la prédispose pas à ce type de tâches? Je ne crois pas. Il y a des femmes qui n'aiment pas cuisiner. Il y a des femmes qui n'aiment pas s'occuper des enfants. Il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et je pense que c'est un choix personnel. Et lorsque la société impose aux individus des rôles en disant vous devez vous en tenir, eh bien on est en train de briser quelque chose qui appartient à une décision personnelle, individuelle. Et donc, lorsqu'on m'oblige, par exemple, lorsque la société, pour faire de moi un homme valeureux, reconnaît que je peux crier sur ma femme parce que c'est un gage de virilité, un gage de commandement et d'autorité, et que la société me pardonne si je le fais, et que si ma femme me gifle, eh bien la société ne me le pardonne pas, il y a un traitement différencié, inégalitaire. Et donc ça pose des problèmes de droit. Parce que ce dont nous parlons, c'est des problèmes de droit. Pourquoi les femmes auraient-elles moins de droits que les hommes? C'est de ça dont nous parlons. Et donc, la société reconnaît qu'une femme devrait laisser sa religion parce qu'elle vient de se marier et suivre celle de son mari. Pourquoi? Pourquoi la religion du mari serait-elle plus pertinente que la sienne juste parce qu'ils ont contracté un mariage? Elle ne peut pas réfléchir pour choisir. Pourquoi une femme devrait-elle demander une autorisation avant d'aller à une veillée? On est en couple, on est dans un partenariat, on doit s'informer par courtoisie. On doit s'informer parce qu'on est des partenaires.
Mais on n'a pas d'autorisation à se demander. On n'a pas d'autorisation à s'accorder. Pourquoi la société estime qu'une femme doit, par exemple, sur le contrôle de sa santé, par exemple, une femme ne peut pas décider, moi je ne veux pas tel nombre d'enfants. C'est son corps. C'est elle qui prend les risques. C'est elle qui subit toutes les charges domestiques. Et elle dit non, un enfant, ça me suffirait. Et puis la société n'est pas prête à lui reconnaître ce choix. Elle parle de son corps, elle parle des risques qu'elle encourt lorsqu'elle contracte une grossesse. Ce n'est pas une décision que l'homme doit prendre, c'est une décision que la femme doit prendre. Et après avoir discuté avec son partenaire. Pourquoi un homme peut se permettre de dire non, tu arrêtes tes études, c'est bon là, c'est quoi? Et une femme ne devrait pas pouvoir le dire. Pourquoi une femme ne pourrait pas aller en mission? Parce que sa carrière professionnelle lui impose d'aller en mission, soit parce qu'elle doit représenter sa société. Et on va lui dire, opposer le fait qu'elle a des enfants. Non, n'oublie pas que tu as des enfants à la maison. Et qu'un homme peut plus librement y aller. Mais sans se préoccuper de cela. En même temps qu'il y a des abus reconnus, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que la structure familiale est une organisation qui a un chef qui est désigné comme tel homme, consacré même pas les codes de la famille, dans beaucoup de pays? Oui, notre code ne reconnaît plus. Le code de 80 avait reconnu le statut de l'homme comme chef de famille. Ce code a été révisé en 2012 et c'est une autorité collégiale entre l'homme et la femme qui est consacrée depuis 92. Maintenant, j'aimerais dire il s'agit d'un partenariat. Lorsque une femme se met en ménage avec un homme, elle ne va pas à la recherche d'un chef. Elle va à la recherche d'un collaborateur. Oui, elle va à la dans recherche le processus même du mariage, oui. Vous ne voyez pas qu'il y a un chef. Non. Le fait que quelqu'un fasse la dot, demande la main à la femme, le fait que ce soit l'homme qui fasse le premier pas, oui. Alors, donc le fait que ce soit la femme qui déménage et vienne rester avec l'homme, vous ne voyez pas que dans ce processus-là, il y a quelqu'un qui a préséance sur l'autre. Non, je ne vois pas que ce serait la conclusion de la préséance de l'homme sur la femme. Par contre, ce que je vois, ce sont des pratiques sociétales qui veulent nous faire croire que l'homme est supérieur à la femme. C'est pour ça qu'une certaine obligation lui est imposée pour concrétiser sa supériorité sur la femme. Sinon, si c'était universel, si c'était naturel, si c'était intuitif, eh bien, ça se ferait partout. Mais il y a des sociétés dans lesquelles c'est la femme qui dote l'homme. Il y a des sociétés dans lesquelles, c'est pour ça que je parlais de certaines communautés qui pratiquent le matriarcat, où ce sont les femmes qui choisissent les hommes. Ça veut dire donc que ça n'a aucun caractère universel et que c'est juste des dogmes fixés par des sociétés et qui vont changer avec le temps, qui vont changer par rapport à l'espace géographique et donc que l'on peut modifier à tout moment. La question, c'est est-ce qu'on a intérêt à changer ces, comment on dit, ces acquis sociaux, ces pratiques sociales? Est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui? Est-ce qu'il y a consensus autour de votre compréhension, hein? Alors, pourquoi il faut changer? Il faut changer parce que cela ne nous profite pas. Cela ne profite ni aux femmes ni aux hommes. Lorsque on a une femme talentueuse qui peut diriger une communauté, mais qui, parce qu'elle ne voit pas de modèle politique féminin, elle n'en voit pas assez, elle se dit non, je ne peux pas être là-bas parce que je risque d'être l'exception. Alors qu'elle a plein d'idées, alors qu'elle a plein de potentialités, la communauté vient de perdre quelque chose. Lorsqu'une femme peut devenir un orateur excellent dans un certain domaine ou un praticien de haut niveau dans un certain secteur économique et qu'elle ne le fait pas à cause des pesanteurs sociales, on vient de perdre quelque chose, à la fois pour elle, pour sa communauté et pour le pays. Donc nous sommes en train de perdre des potentialités juste parce que nous avons figé un certain nombre de cadres qui ne profitent à personne. C'est un peu comme quelqu'un qui dit ces membres-là, eh bien ils sont paralysés, je ne veux pas les utiliser parce qu'ils sont vils. Et ils n'utilisent que ces membres. Eh bien nous irons quelque part, mais nous mettrons plus de temps, nous utiliserons plus d'énergie et nous allons nous épuiser. C'est l'état du monde. Ce n'est pas une façon caricturale de schématiser. Je schématise pour que la compréhension soit simplifiée. En même temps, si on envoie la femme au charbon tout le temps, au four et au moulin, est-ce que ça ne va pas créer un déséquilibre dans la structure familiale? Parce qu'il faut quelqu'un pour s'occuper. Actuellement, on est en train d'envoyer la femme au charbon. Actuellement. Mais le paradigme est très simple, si on veut le changer.
C'est-à-dire qu'il suffirait juste de considérer qu'il y a une masse de travail déjà au niveau familial qu'il faut se partager et qui ne relève pas de la responsabilité exclusive des femmes parce qu'elles sont des femmes. Il y a, si vous vous réveillez le matin, pourquoi c'est votre femme qui doit faire votre lit? Pourquoi c'est elle qui doit préparer le petit déjeuner? Pourquoi c'est elle qui doit balayer? Pourquoi c'est elle qui doit s'occuper des enfants? Ça, c'est juste le matin. Elle a déjà une somme, une masse de travail qui l'épuise avant de se préparer pour autre chose. Pourquoi juste ça, on ne le réglerait pas? Et en le réglant, eh bien, on équilibre les tâches et hommes et femmes se positionnent sur d'autres chantiers. Mais est-ce que les femmes ont demandé à équilibrer ce travail? Moi, on voit beaucoup de femmes le faire avec beaucoup de plaisir. Pourquoi vous voulez chercher le problème là où il n'y en a pas? Exact. Ce plaisir-là, il est présumé. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Dans des sociétés où nous avons des dominants et des dominés, les dominés ont souvent tendance à suivre les règles pour protéger leurs intérêts. Et dans le cas d'espèce, les femmes sont les dominées. Elles vont suivre les règles des hommes pour ne pas être mises à l'écart de la société, pour ne pas être marginalisées, pour ne pas bénéficier de la sécurité qu'offre la communauté. Donc du coup, elles vont satisfaire aux exigences. Elles vont balayer, elles vont nettoyer, elles vont faire tout cela pour leur survie. Le syndrome de Stockholm. Oui, et ce n'est pas nécessairement avec plaisir. Moi, je discute avec de nombreuses femmes qui me disent qu'aller au marché n'est pas un plaisir pour elles. C'est une sinécure. C'est une lourde charge. S'occuper des enfants est un stress permanent pour elles. Donc, ne présumez pas qu'elles ont beaucoup de plaisir à faire tout cela. Mais elles font peut-être semblant d'avoir du plaisir. Mais au même moment, la tâche confiée à l'homme, est-ce que vous pensez que c'est une tâche moins lourde? Avoir la responsabilité de la cohésion de la famille, de la réussite familiale, être le garant de l'indépendance financière, totalement de la famille. Est-ce que vous pensez que c'est une tâche moins lourde? Non, je pense qu'elle est très lourde. Et je pense qu'elle est tellement lourde qu'elle explique en partie ce pourquoi la mortalité masculine est élevée. La société, en responsabilisant autant les hommes dans un contexte économique aussi difficile, aussi précaire, eh bien, met sur les hommes une charge de responsabilité trop élevée. Et les hommes gagneraient à se soulager en partageant ce pouvoir avec les femmes. Parce que ce dont nous finalement, je ne vous comprends pas. Donc, si les femmes sont surchargées et que les hommes le sont autant, finalement, la tâche, on doit la partager avec qui? Entre hommes et femmes. Entre hommes et femmes à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau familial, nous partageons les tâches hommes et femmes. Au niveau professionnel, nous partageons les responsabilités et les tâches. Au niveau politique, nous les partageons aussi. Est-ce que ça ne revient pas à la même chose? Non, ça ne revient pas à la même chose puisque les hommes occupent les sphères décisionnelles. Les femmes sont responsabilisées pour toutes les tâches domestiques. Au niveau professionnel, ce sont les hommes qui ont toutes les tâches de positionnement, l'accès aux ressources. Finalement, ce n'est pas une bonne chose. Ça n'arrange pas à terme les hommes. Donc ce n'est pas la même chose. Ce que nous devons faire, c'est le rééquilibrage à tous les niveaux et ça profite autant aux femmes qu'aux hommes. Est-ce que les communautés sont prêtes à ce rééquilibrage? Est-ce que ce n'est pas un langage des grandes organisations de l'ONU, des ONG? Est-ce que la société est prête? Est-ce que la société invite à ce rééquilibrage? Je vais reformuler la question. Est-ce que c'est juste? La question c'est est-ce que c'est juste? La question c'est est-ce que cela profite autant aux hommes qu'aux femmes? La société n'a pas à être prête. Est-ce qu'on a demandé à une société, à une communauté, est-ce que vous êtes prêts pour recevoir le téléphone portable? Est-ce que vous êtes prêts pour les chaînes câblées? Est-ce que vous êtes prêts à changer de régime alimentaire? Est-ce que vous êtes prêts à X et à Y? On ne demande pas ça aux gens. Mais pourquoi, lorsqu'il va s'agir de rééquilibrer la question du pouvoir entre hommes et femmes, on va se poser la question, est-ce que vous êtes prêts? On est prêts depuis longtemps parce que ça nous fait du tort. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste autant pour les hommes que pour les femmes? Est-ce que c'est rentable pour nos communautés? Est-ce que nous aurons des sociétés qui vont s'inscrire dans un vrai développement durable? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est plein d'équité? Oui. Et c'est pour
ce rééquilibrage, hein, que la notion de la promotion du genre a été introduite dans les projets de développement des sociétés. On va en parler tout à l'heure, mais je voudrais, avant qu'on accueille aussi Kelly Amouzou, qui est coach de vie, qu'on découvre certaines femmes qui essaient de transcender ces barrières, de contourner les pesanteurs en faisant ce qu'on peut appeler des métiers d'hommes. On va suivre ce reportage et on revient pour la suite de notre émission. Point besoin de se mettre en pantalon pour monter sur une échelle ou transporter une brique ou encore du ciment. Pour Pélagie, une des rares femmes maçonnes du Burundi, c'est une fierté de contribuer au développement de sa famille en exerçant un métier qui lui semble normal malgré les moqueries. Les problèmes que je rencontre dans mon métier d'aide-maçon est que les autres se moquent de moi et ça me met mal à l'aise. Que Dieu nous aide, nous les femmes, à pouvoir arriver à l'égalité des sexes. Je suis moins payée que les hommes. À Dakar, le garage Fatou Mercedes est sans doute l'unique au Sénégal. Ouvert depuis plus de 13 ans, les deux cousines mécaniciennes ont dû faire face à la méfiance et à l'hésitation des clients masculins. Au début, ce n'était pas facile parce que tu voyais des clients qui allaient dans d'autres garages, ils demandent leur panne, on leur dit par exemple, vous avez un problème de compression. Après, ils viennent chez nous pour comparer, pour savoir, ou bien pour tester, est-ce que réellement nous, on peut réparer. Mais de nos jours, bon, les gens ont confiance, mais au début, ce n'était pas facile. C'est-à-dire, moi, j'invite toute femme à embrasser ce métier parce que c'est un métier noble et qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est un métier comme tout métier. C'est de l'expérience, il faut apprendre, il faut y croire. Astronautes, pilotes, soldats, pompiers, conductrices, arbitres, sommelières, bouchères, cuisinières ou simples ménagères, les femmes sont sur tous les fronts en quête d'épanouissement et d'affranchissement personnel. Une dynamique qui répond à la thématique du 8 mars 2018. Féministe tant qu'il le faudra. Un thème qui résonne plus que jamais alors que les derniers mois ont été marqués par de nombreuses dénonciations des agressions sexuelles perpétrées à l'endroit des femmes. Merci de rester avec nous. Donc la suite de notre forum. Et comme annoncé, nous sommes rejoints par Kelly Amouzou. Kelly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Kelly, vous êtes coach de vie. Oui. C'est quoi encore ce coaching de vie? Qu'est-ce que c'est? En cours, un coach de vie, c'est quelqu'un qui vous accompagne à créer un changement positif dans votre vie. C'est la version courte. Un coach de vie de femme, on va dire, parce que pour le moment, vous vous intéressez beaucoup plus à la condition des femmes. Pas forcément, mais oui. C'est un des sujets qui me tient vraiment à cœur. Mais je ne suis pas coach de vie que pour les femmes. Parce que dans mon travail justement avec les femmes, je me suis rendu compte que j'ai tout intérêt à ne pas me concentrer que sur les femmes. Mais est-ce que ce ne sont pas les femmes qui ont besoin plus de coaching aujourd'hui? Non, je suis désolée, pas forcément. Alors j'ai suivi votre conversation tout à l'heure. Les hommes ont tout autant besoin de coaching que les femmes. Parce que si on veut créer une certaine... c'est un équilibre. Oui, ça ne peut pas venir d'un seul côté. Hein, surtout que nous sommes pour la plupart appelés ou désireux d'être en couple avec quelqu'un du sexe opposé. Si le travail se fait par une seule personne, il y aura quelque chose qui ne va pas marcher, c'est sûr. Pour revenir à notre sujet, vous avez suivi tout à l'heure notre sujet, notre élément qui porte sur ces femmes qui sont en train de faire des métiers d'hommes. Elles ont surtout révélé des moqueries, des railleries dont elles sont victimes. Est-ce que vous comprenez ce pourquoi la société ne comprend pas que la femme puisse faire des métiers dits d'hommes?
Vous savez, pour moi, c'est simple. L'être humain, généralement, n'aime pas le changement. Nous résistons, mais autant que nous pouvons, à tout changement. Personnellement même, hein, c'est la nature humaine. Et donc, comme elle le disait au départ, il y a 13 ans, la dame mécanicienne, elle a dit que ça fait 13 ans qu'elle fait ce métier. Donc au départ, il est tout à fait normal. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais cela ne m'étonne pas que les gens n'aient pas accepté cette chose nouvelle, qu'ils n'aient pas été ouverts d'esprit pour découvrir, aller au-delà de ce qu'ils voyaient et y accorder une certaine importance. Mais avec le temps maintenant, c'est devenu normal. Donc je trouve que... On se pose la question, est-ce que c'est même devenu normal? Du moins dans son cas, à cause de la persistance et de la consistance qu'il y a eu par ces femmes et cette compagnie comment on appelle ça, cette maison de réparation, ce garage, voilà, parce qu'elles ont été consistantes et persistantes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent plus questionner leur capacité. Oui. Ou s'il y en a encore, bon là je dirais c'est vraiment un peu personnel, on choisit vraiment de rester borné. Ça n'a vraiment rien à voir avec les femmes, mais avec la personne elle-même qui choisit de continuer à juger. Alors Cyril, les stéréotypes de ce genre, la peau dure, est-ce qu'on peut arriver à les gommer? Oui, on peut. Je vais peut-être expliquer pourquoi les stéréotypes ont la peau dure. Premièrement, c'est à cause de la religion. Les religions, pratiquement toutes, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam et certaines de nos religions traditionnelles et d'autres, ont sacralisé la supériorité de l'homme sur la femme. Et comme les religions sont des dogmes, donc un dogme, c'est-à-dire qu'on ne discute pas le fondement ou la véracité des propos, des concepts, eh bien, les gens ne remettent pas en cause ce qui est dit. Du coup, lorsque on vous dit qu'un livre saint a dit que l'homme est supérieur à la femme, eh bien, ça a une valeur plus grande que ce que vous constatez. Même si les hommes constatent que leurs femmes sont peut-être plus intelligentes, plus alertes, plus dynamiques, plus responsables, etc., eh bien, parce que le livre saint ou un livre saint a dit que... Est-ce que les livres saints ont dit effectivement, j'ai reçu certains sur ce plateau qui ont parlé plutôt d'une mauvaise interprétation de certains propos. Les hommes ont interprété, parce que la plupart du temps, ce sont les hommes qui sont ceux qui interprètent. Exact. Et je suis d'accord, ce sont des interprétations, mais ces interprétations sont faites par des gens qui ont voix au chapitre et donc qui ont une influence sur leurs ouailles. Il y a d'abord la religion. Ensuite, il y a les traditions. Il y a les traditions qui vont perpétuer la supériorité de l'homme sur la femme. Et on va voir que c'est les hommes qui sont autorisés c'est les hommes qui sont autorisés à faire certain nombre de choses, à prendre la parole, à occuper certains postes, etc., à faire certaines cérémonies. Donc du coup, ils sont en avant et les femmes sont en retrait. Après, il va y avoir les coutumes, les proverbes, les adages qui vont également consolider cette supériorité. Après, il va y avoir aussi l'éducation, qu'elle soit formelle ou informelle. Eh bien, à travers les livres, les schémas, les exemples qu'on va nous donner, eh bien, on va rarement nous parler de toutes ces femmes qui ont fait des inventions. On va rarement nous parler de ces femmes qui ont dirigé des armées, qui ont fait des prouesses militaires, des prouesses économiques, etc. Je ne connais pas un seul livre au Togo qui parle des Nana Bells à l'école primaire, qui pourrait faire un sujet de fierté, qui relève de notre patrimoine culturel. Et qui peut faire la fierté de tous les Togolaises et de toutes les Togolaises et tous les Togolais. Je ne connais pas un seul livre au niveau de l'éducation nationale qui relate le phénomène Nana Benz, qui est quand même mondialement connu. Vous voyez? Donc il n'y a pas de schéma valorisant pour les femmes. Et donc dans tout cet environnement, eh bien, on est socialisé pour considérer les femmes comme étant inférieures aux hommes. Et le problème le plus gros peut-être, c'est que les femmes ont accepté et intériorisé elles-mêmes. Elles ne sentent pas le besoin aujourd'hui de passer à autre chose. Si elles sentent le besoin, mais sont à la recherche du comment. Ce n'est
pas un changement facile à effectuer, déjà à son propre niveau personnellement, comme vous l'avez dit, parce que effectivement c'est internalisé depuis que tu es dans le sein de ta maman. Oui. Exact. Parce que tu entends, tu sens les énergies. Donc pour toi, personnellement, je suis une femme. Il y a certains concepts aujourd'hui que j'ai décidé de changer. Exemple très simple. Ce que M. Cyril disait tout à l'heure, le fait d'avoir une maison où les tâches dans tous les domaines sont discutées et partagées équitablement, c'est quelque chose que j'ai choisi à plus de 30 ans de me donner la permission, je dis bien me donner la permission de penser que c'est possible et que c'est ce que je veux. Pourquoi me donner la permission? Parce que de un, ce n'est pas ce que j'ai vu en grandissant, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Et de plus, le message qui était internalisé en moi, c'était « Ok, ton succès, c'est quand ton mari a réussi. » Ok, d'accord. Et donc, je faisais tout dans ce sens. Dans toutes mes relations en tant que jeune femme, mon objectif, c'était comment je fais qu'il se sente bien. Inconsciemment, hein, jusqu'au moment où je me rends compte, ok, il y a quelque chose dans cette équation qui ne fonctionne pas très bien pour moi. Vous vous êtes oublié. Voilà. Vous reveniez à vous-même. Ok, voilà. Mais dans le même temps, je suis à l'école, je fais des études, je me découvre des talents, je veux faire des choses. Après, je me rends compte, ok, donc quand je vais commencer à travailler là, je dois gérer tout ça et il y a quelque chose qui ne me... Il y a quelque chose qui n'est pas correct dedans. Okay? Mais c'était tout un processus pour moi de me rendre compte que, ok, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ce n'était pas automatique que je me rende compte qu'en fait, c'était une socialisation qui m'a donné un certain résultat, qui n'allait pas avec la personne que je savais que j'étais. Il faut maintenant que j'apprenne à concilier. C'était un processus, je suis toujours en train, je vais vous dire la vérité. Mais ça veut dire que vous n'y êtes pas arrivé. Hein? La décision est claire. La décision, elle est claire. Mais le chemin est encore long. Je ne vais pas dire long. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau par rapport à... Je l'assume. Aujourd'hui, je peux le dire publiquement, je le clame publiquement et j'y crois. Il y a quelques années, quand j'ai commencé ce processus, je me suis dit, ok Kelly, c'est quel homme que tu vas trouver sur cette terre qui va participer à ton, à ton plan. Est-ce que c'est le plus gros obstacle? Le plus gros obstacle, est-ce que ce ne sont pas vos sœurs qui vont vous voir de mauvais œil et dire, mais c'est quel genre de femme? Justement, non seulement les sœurs, mais la génération d'avant nous. Je parle des femmes. Mais je ne vais pas... tel que vous l'avez dit, il y a une connotation un peu négative. Je vais l'expliquer de cette façon. Comme le disait M. Komlan tout à l'heure, il y a le processus d'apprendre à faire pour survivre. Donc, les sœurs ou la femme qui va dans ton intérêt, entre griffes, parce qu'elle a peur pour toi, elle se dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Tu te crois où là? Tu veux être dégagée de la société? C'est par peur, c'est par amour. Et ça aussi, ça m'a pris du temps à le comprendre, parce que je vais l'avouer, entre ma maman et moi, on a eu de ces discussions quand j'ai commencé à lui dire, ok maman, il y a certaines choses que je veux faire différemment pour cette famille, pour les femmes de cette famille. Elle dit, ok. Elle sait pas, elle a peur. Elle a peur. Et c'est cette peur qui fait souvent que nous, entre griffes, encourageons à rester dans le négatif qui ne nous arrange pas. C'est une peur, en fait. Tu vois? Et il faut avoir une certaine force, une décision pour rester dans cette position et arriver à changer ce qu'on veut changer. Et ce n'est pas facile. Alors, monsieur Komlan, Kelly a posé le problème du comment. Comment y arriver. Oui. Est-ce que ce n'est pas encore plus délicat aujourd'hui parce que les politiques passées ont posé le problème d'une façon que la promotion du genre a été perçue comme une guerre de sexe. Il faut retirer le pouvoir des hommes pour le donner aux femmes, alors qu'il fallait faire comprendre que c'est une question de survie collective. Oui, exactement. Je pense qu'il y a des biais
il y a des biais qu'il faut assumer. Mais je vais donner l'exemple du Rwanda. D'accord? Mais parce qu'on ne peut pas passer notre temps à régler un problème ou à tourner autour d'un problème en faisant semblant de le régler. Je vais donner l'exemple du Rwanda qui s'est dit comment on fait pour que de manière automatique et permanente et régulière, nous puissions avoir une représentation des femmes dans nos instances qui soit au minimum paritaire. Ils ont mis en place une structure qui s'appelle le Conseil national des femmes. Une structure très importante, dotée de ressources. Et quand il y a des élections, je vais vous donner un seul exemple. Quand il y a des élections, par exemple législatives, eh bien déjà au sein du Conseil national des femmes, il y a une vingtaine de candidatures. Je donne le chiffre juste pour illustrer. Il y a une vingtaine de candidatures qui vont venir du Conseil national des femmes et qui vont être d'office élus. Donc, si vous avez un parlement de 91 députés, vous avez déjà 20 députés femmes qui viennent de la grande corporation des femmes qui ont été élues entre elles pour représenter les intérêts des femmes au Parlement. D'office, vous avez 20 femmes sur 91 qui sont déjà représentées. Et le reste des candidats, eh bien, il y aura encore des femmes qui vont aller postuler. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que cette promotion pas forcée ne va pas être contre-productive dans la mesure où ces femmes n'arrivent pas à s'assumer? Ah non, il ne faut pas présumer qu'elles n'arrivent pas à s'assumer. Première chose. Deuxième chose, c'est une élection qui se fait au sein du Conseil national des femmes. C'est-à-dire qu'on prend les femmes les plus aguerries, les plus efficaces, les plus capables, les plus à même de représenter les intérêts de leurs consoeurs. Donc, c'est en termes de compétences qu'elles sont élues au sein du Conseil. Je pose la question parce qu'autant les hommes médiocres sont acceptés et applaudis, les femmes médiocres, on ne leur tolère... Oui, elles sont mitraillées. Oui. Elles sont mitraillées. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de ce risque, il faut prendre ce qu'on appelle des mesures de discrimination positive. C'est-à-dire que si vous voulez rééquilibrer, eh bien, vous êtes obligé d'apporter au groupe cible défavorisé, vulnérable, vous êtes obligé de lui apporter des béquilles ou alors des opportunités ou bien des options qui vont lui permettre de se hisser au niveau des autres. Reprenez par exemple le cas de l'apartheid. On s'est bien rendu compte que les Noirs étaient sous-représentés dans les milieux de la finance, au niveau des grandes entreprises, etc. Eh bien, on a fixé des quotas pour que les Noirs accèdent à des actions de société. Ça veut dire que soit on a augmenté les actions pour que les Noirs puissent les obtenir, ou alors on les a retirés à des actionnaires blancs pour qu'on puisse les donner à des Noirs, pour qu'au niveau de l'échelle économique, eh bien, il y ait une représentation de Noirs qui soit acceptable. Donc, on est obligé de passer par ces mesures de discrimination positive pour faire des rééquilibrages. Et donc, ce sont des mesures qu'on appelle des mesures transitoires. Une fois l'équilibre atteint, eh bien, on les arrête pour que le processus puisse continuer de manière plus équilibrée. Ouais. Kelly, que peut faire le coaching, parce que vous êtes coach de vie, dans la résolution de cette question du comment? Comment arriver à amener les femmes, ou en tout cas la société, à un rééquilibrage des rôles, des tâches, la redistribution des pouvoirs? Oui, le coaching est un outil largement sous-estimé encore dans notre société, parce que nous pouvons passer tout notre temps à discuter de ce qu'il faut faire. Mais pour passer à l'action, c'est une décision personnelle. Et c'est là où le coaching intervient parce que, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir le désir ici à la surface, à la tête là, ça peut être écrit sur le front, je veux changer tant. Mais à l'intérieur, il y a toute une autre programmation. Comme vous l'avez dit, cette socialisation est un système qui est ancré en vous, mais au fin fond de votre subconscient et qui prend les décisions en fait, même quand qu'il faut aller déprogrammer pour installer un nouveau système, une nouvelle façon de voir, de penser, de percevoir, de sentir et d'agir. Et c'est un processus profond que le coaching personnel privé permet de faire.
Parce que... Donc on ne peut pas régler le problème avec ces quelques ateliers, séminaires organisés. Non, il faut aller au niveau de la personne. Non, et c'est le constat que nous faisons constamment, monsieur Comblan et moi. Nous pouvons mettre tous les processus en place, toutes les lois peuvent être mises en place, mais si ces femmes, supposons qu'on donne 20 postes automatiquement à des femmes, il faut encore que certaines de ces femmes se lèvent et aillent prendre ces postes. Et se lever pour aller prendre ces postes requiert un courage incroyable, parce que vous allez faire face à tant d'obstacles, tant de jugements, tant de questions, tant de pourquoi, parce que c'est la première fois. Et ces obstacles sont forcément liés aux autres, ou naturellement la femme d'abord a des nous, freins. Pas la femme, mais l'humain, c'est humain. Un homme dans la même position aurait les mêmes peurs. C'est humain. Et d'abord, il faut surmonter cette peur-là en soi. Oh là là, ils vont se moquer de moi. Non, ils vont penser, ils vont. Et facilement, on se dit, ok, je vais rester dans la zone de confort. C'est plus facile, je suis à l'aise ici, je ne vais pas me poser de problème. Mais avec un suivi de coaching personnel, vous avez l'occasion d'abord d'extérioriser ces peurs, d'en parler et de faire un certain travail avec des outils spécifiquement apportés par un coach bien entraîné pour vous aider à décoller. J'aimerais utiliser une métaphore pour illustrer ce que la coach Kelly est en train de dire. Ce serait prendre un poulet ou une poule, vous lui attachez les pieds de telle sorte assez longtemps pour que ses pattes soient ankylosées et qu'elle ne puisse plus bouger. Après, vous déliez. Et le fait de délier, c'est l'ensemble des lois, des textes, des mesures, des programmes. On pourrait figurativement penser que c'est ça, ça correspond à ça. Et puis vous laissez la poule. Et donc, elle aura l'impression qu'elle est toujours liée. Exact. Elle a l'impression d'être toujours là, maintenue par les liens, alors qu'il y a alors qu'elle est totalement déliée. Et la caverne. Exact. Et c'est là où le coaching va intervenir pour lui faire prendre conscience. Conscience signifie acuité mentale sur les conséquences négatives et positives du système de pensée, des réflexions et des actions d'une personne. Et donc, elle va prendre conscience en disant, je suis délié, maintenant je peux, j'ai l'énergie, je vais échouer peut-être, eh bien je vais peut-être marcher et tomber, mais je vais me relever. Et le coach est là pour l'aider. Alors, pour faire ce rééquilibrage plus facilement, pour l'aider, c'est plus à prendre conscience de leur liberté. Est-ce qu'il ne faut pas, comme le Rwanda l'a fait, vous l'avez dit, promouvoir les femmes à des niveaux décisionnels au niveau politique, encourager l'implication des femmes au niveau politique? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pas seulement au niveau politique, mais dans nos institutions professionnelles. Dans nos compagnies, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos pharmacies, un peu partout. Ce n'est pas juste au niveau politique où les décisions des droits se prennent, mais un peu partout. Et la question, les responsables dans ces domaines-là, effectivement, auront aussi besoin de faire un certain travail personnel parce qu'ils doivent choisir. Là, ce ne sera pas forcément, je ne sais pas si l'État peut l'imposer aux compagnies, qu'il faudrait que, je suppose, oui, quand on va aux États-Unis, par exemple, je pense qu'il y a des quotas que chaque compagnie doit respecter par rapport à la discrimination raciale. Il faut qu'ils démontrent qu'ils ont un certain pourcentage de Noirs représentés dans leur... je suppose que c'est faisable. C'est faisable. Mais encore, ces lois peuvent être mises en place, mais si le patron qui se dit, bah, écoute, c'est ma compagnie, tu ne vas pas venir m'imposer quoi faire, si lui aussi n'est pas dans le mouvement, ça risque d'enfreindre un peu. Mais si il y a des conséquences, s'il subit des conséquences, peut-être qu'on aura de meilleurs résultats. Oui, j'aimerais quand même ajouter quelque chose à charge pour les femmes. C'est-à-dire que, vous l'avez évoqué au début, à un certain moment, les femmes doivent assumer le changement. Tout à fait. Elles doivent l'assumer en se disant, parce qu'on ne peut pas... Nous sommes en train d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais à un certain moment, c'est vous qui devez changer. C'est le groupe vulnérable qui doit dire, bon, maintenant ça suffit, je change. Qu'est-ce qui fait que certaines sociétés sont passées à autre chose? C'est parce qu'il y a eu des réflexions où des gens ont assumé
leur situation en disant « maintenant c'est bon, on passe à autre chose ». Vaille que vaille, quoi qu'il nous en coûte. Et ça, on ne le retrouve pas toujours. Non. On retrouve des activités cosmétiques, des activités folkloriques, où des gens ne sont pas prêts à batailler pour leur épanouissement, pour leur liberté. Et tant que les femmes ne vont pas batailler pour passer à autre chose, eh bien, on leur donnera des miettes et elles vont applaudir parce qu'on leur a donné des miettes. Je donne l'exemple des 2 femmes préfets. Pour moi, c'est des miettes. Pourquoi? Parce que... Les 2 femmes préfets au Togo. Au Togo. Pourquoi? Parce que on a 39 préfectures, je crois, n'est-ce pas? Eh bien, il n'empêchait rien. C'est-à-dire, il y a des femmes qui passent par l'ENA, qui sont qualifiées, qui sont parfois premières de leur promotion et qui ont la compétence pour diriger des collectivités territoriales, pour être nommées préfets juste sur la base des résultats qu'elles ont eus. Elles ont la compétence technique. Mais on peut les nommer. Ça fait quoi de nommer X%, 50% de femmes au niveau des préfectures? On en a besoin. Au niveau des secrétaires généraux des ministères, ben, il y a tellement de femmes, disons, qualifiées qu'on ne va pas aller chercher loin pour les trouver. Donc, à un certain moment, il faut qu'elles le réclament. Il faut qu'elles disent, nous, ces effectifs-là, discriminatoires, ça ne nous convient plus. Et c'est à ce prix qu'on va avoir de vrais changements significatifs. Mais on va conclure cette émission. Et pour arriver à opérer ces changements, il faut quand même une certaine organisation. Hein, parce que les femmes, elles sont nombreuses. La décision ne doit pas se situer au niveau individuel seulement. Il faut une certaine organisation. Comment y arriver? Quel rôle les femmes doivent jouer pour pouvoir y arriver? C'est une question politique. Oui. moi, je dirais que si on considère l'exemple d'autres pays, eh bien, c'est que les femmes de différentes familles politiques peuvent réaliser qu'il y a des problématiques de femmes, indistinctement de leur obédience politique. Et elles doivent pouvoir se réunir en disant « ça, c'est un problème de femmes qui nous touche ». Et nous pouvons en discuter sans trahir nos convictions politiques. À partir de là, elles deviennent une force de proposition et une force d'action. Et elles obligent alors l'exécutif, elles obligent le législatif à prendre des mesures et des lois pour faire changer les choses. Et ça va aller très très vite. C'est une des premières choses. Une deuxième chose, c'est d'avoir une feuille de route avec des exigences très claires. Très clair, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Nous sommes à une ère où et l'exécutif et le législatif ne sont plus capables, sous peine de discrédit, de dénier les droits des femmes. Et donc, je pense que c'est encore plus dangereux pour les femmes. Parce qu'avant, il y avait de l'aversion, enfin, le mot est fort, disons, de l'opposition par rapport aux droits des femmes. Les dirigeants disaient non, c'est quoi, c'est secondaire, etc. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus tenir ce langage. Mais c'est dangereux pour les femmes parce que là, eh bien, ils diffèrent la mise en œuvre des revendications en disant oui, oui, on est d'accord avec vous. Vous avez des droits, on est d'accord. Revenez demain. Et peut-être une troisième chose pour régler le problème, il faut peut-être plus de spécialistes de droits de femmes hommes. C'est possible. Merci Cyril. En tout cas, oui, un dernier mot rapidement. Oui, si je peux rajouter, la troisième chose, c'est, on l'a dit tout à l'heure, que les femmes elles-mêmes commencent déjà à se dire nous sommes ensemble. C'est les femmes elles-mêmes qui se mettent les bâtons dans les roues dans notre société. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Merci Cyril Komlan, qui est spécialiste de droits des femmes, juriste et donc formateur. Il a formé beaucoup de femmes dans le domaine de leadership féminin. Avec Kelly Amouzo, coach de vie. Merci. C'était très agréable de vous avoir eu durant cette émission. Nous observons une pause pour une nouvelle édition de journal et on se retrouve pour la seconde partie à The New World Forum dans une dizaine de minutes.